Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Merci d'être présents. On a décidé effectivement à l'occasion de la mise à jour de nos perspectives, autant qu'on puisse, hein, parce que vous êtes bien tous conscients qu'aujourd'hui, faire des perspectives de croissance, de taux d'intérêt, de change, c'est assez complexe. Mais on s'accroche, hein, et c'est imposé à nous en réalité ce sujet. À un moment donné où les yeux sont rivés sur l'Amérique de Trump, ses annonces, ses contre-annonces, ce sujet sur la Chine qui va extrêmement vite, hein. C'est la Chine 2.0 et les questions qui vont avec, résignation ou confrontation. On a quand même un petit peu le sentiment d'avoir déjà la réponse semble quand même s'imposer à nous. C'est une sorte de résignation, effectivement, qui se profile. Donc, ce sera l'objet, effectivement, de notre focus. Et avant ça, un petit tour d'horizon, si j'arrive à bouger ma présentation, sur les perspectives, effectivement. Alors, les perspectives, on a l'impression qu'elles se précisent, hein. Elles ne changent pas bougrement d'ailleurs, hein, mais ne changent pas bougrement depuis quelques mois. Mais voilà, on commence à pouvoir afficher de manière un peu plus sécurisée des chiffres de croissance et autres, hein. Avec un premier constat, les États-Unis marquent des points, hein. Donald Trump finalement engrange succès après succès. Et il y aura forcément une addition à terme. Mais pour l'instant, effectivement, ce qu'on comprend, notamment depuis le vote de la réforme fiscale, c'est que la croissance pourrait se raffermir et avoisiner 2% en 2026. Peut-être qu'on aura davantage d'ailleurs, et peut-être que ça se poursuivra en 2027. On verra un petit peu les aspects ou les grandes questions autour de ces sujets-là. Mais ce qui est marquant, effectivement, et les marchés nous le montrent bien, c'est que finalement, après un début absolument calamiteux, Donald Trump reprend la main et plutôt en sa faveur. À côté de ça, l'économie chinoise qui résiste. Qui résiste. Alors forcément, il n'y a pas véritablement eu de hausse des tarifs pour l'instant, enfin en tout cas bien plus modérée que ce qui a été envisagé ces derniers mois. Et la Chine a contourné beaucoup de ces tarifs, hein. Donc c'est pas très surprenant qu'on voit pas les effets. Mais ce qui nous interroge surtout, c'est ce qui se passe en dehors de cette sphère commerciale, hein, et notamment la mise à nu des progrès réalisés depuis 10 ans en réalité, à partir du moment où la Chine a mis en place un vaste plan, donc Made in China 2025. Les Chinois sont restés extrêmement discrets sur ce qu'ils faisaient et depuis quelques mois, quelques trimestres d'ailleurs, le voile se lève, et ce qu'on voit apparaître effectivement peut donner des frissons. C'est extrêmement rapide, extrêmement profond et ça donne ça change le regard qu'on pouvait avoir sur l'économie chinoise indéniablement. La croissance n'en profite pas véritablement pour l'instant. C'est plus une histoire de stratégie, hein, de positionnement pour l'avenir. On retrouve bien là la vision longue de la Chine. Ça nous permet néanmoins de maintenir des perspectives de croissance, allez, entre 4,5, je pourrais dire 4,5 et 5, hein. C'est la zone sur laquelle on arrive assez spontanément. Pendant ce temps, on a quand même l'impression que l'Europe boit la tasse. On était assez enthousiaste en début d'année avec les initiatives allemandes d'une part, européennes de l'autre, notamment en faveur de la défense, un domaine où il fallait de toute façon bouger. Les proportions que prend ce sujet-là nous laissent pantois. L'engagement de 5% 5% du PIB dans la défense. Alors certes, à horizon 2035, on se rassure tous, hein, en se disant que ce ne sera pas fait. Enfin, pour l'instant, ça mobilise quand même l'essentiel de l'effort des politiques économiques, hein, au détriment de tous les chantiers d'avenir, hein, qu'on aurait envie de mettre au cœur de la politique européenne.
et, et en particulier du chantier environnemental qu'on est en train de délaisser au grand bénéfice de la Chine d'ailleurs. L'Europe se tire dans les pattes à tous les niveaux. La situation politique de la plupart des pays est très instable et tout ceci se retrouve au niveau du Parlement avec une montée en puissance et de l'influence de l'extrême droite et c'est retombé sur les choix économiques. Et finalement, eh bien, malgré tout ce qui est mis sur la table et qui a été mis sur la table depuis 3 ans, et les perspectives de croissance, difficilement 1%, peut-être, allez, 1,2%, parce que l'Allemagne met le paquet, mais ça reste des perspectives très préoccupantes dans le contexte particulier international que nous traversons. Alors, sur ce point-là et sur ce dernier point qui sera le deuxième moitié de notre présentation, effectivement, 2026, c'est probablement la dernière année où on pourrait encore espérer un réveil européen avant précisément que les retards accumulés ne deviennent probablement irrattrapables, notamment à l'égard de la Chine. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a choisi de faire le point sur ce sujet-là. Alors, j'ai un petit problème de... Voilà. Bon. De flèches, de défilement. Donald Trump, pour la partie américaine, on va passer assez vite parce que bien évidemment, on en a beaucoup parlé. On a également dédié notre réunion du mois de mai sur la problématique des taux d'intérêt et des taux de financement de l'économie américaine. En résumé, ce qui s'est passé depuis, néanmoins, est absolument sidérant. C'est-à-dire que Donald Trump a obtenu à peu près tout ce qu'il voulait, voire davantage. Et finalement, il y a vraiment eu un mouvement assez violent de changement de contexte au lendemain des frappes en Iran. Et avec une espèce d'aura et de l'Amérique, un retour sur cette influence américaine au niveau géopolitique, couronnée de succès. Alors, on ne connaît pas toute l'histoire, il y a beaucoup d'opacité, le sujet n'est probablement pas clos, il n'en reste pas moins que Donald Trump a vu sa crédibilité améliorer considérablement à l'égard des politiques internationaux, à l'égard des marchés financiers, et probablement également de la population américaine. Deuxième point, l'ultimatum commercial, donc la guerre commerciale. Oui, on est toujours en état d'instabilité, d'incertitude. Il n'en reste pas moins que Donald Trump tire les ficelles et de manière assez satisfaisante du point de vue américain, avec en contrepartie des promesses d'investissement qui n'engagent que ceux qui les avancent, mais des promesses néanmoins, et des promesses et également d'exonération de la fiscalité internationale négociée auprès du G7 au nom de tous les pays apparemment qui ont signé cet accord de l'OCDE. C'est un gros succès, bien évidemment, qui pose bien sûr des tas de questions et sur la gouvernance internationale, si on peut encore utiliser ce terme, et la prolongation finalement d'un mois supplémentaire dans la pause des tarifs laisse miroiter probablement davantage de succès pour les Américains. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'économiquement, les craintes d'une envolée des prix à l'importation s'atténuent parce qu'on est quand même sur des niveaux de droits de tarifs qui sont sensiblement inférieurs à ce qui avait pu être évoqué le 2 avril ou dans les semaines qui ont suivi, et que la tension diplomatique finit par retomber avec un Donald Trump qui peut presque effectivement se montrer bon prince. Alors, on voit bien que tout n'est pas acquis. Les derniers développements à l'égard notamment des BRICS et du Brésil tout particulièrement montrent que effectivement, mais c'est cette façon de manager. On tape sur les uns sur les autres cèdent et puis on passe de la pommade. Donc, et ça aussi, ça atténue finalement les tensions diplomatiques, quand bien même on est encore sur un terrain extrêmement mouvant, on le voit tous les jours. Le succès à l'OTAN
Donc, ça y est, les pays de l'OTAN se plient aux exigences américaines avec 5% de leur PIB dédié à la défense. C'est là aussi un succès indéniable pour Donald Trump. Enfin, le dollar qui baisse, même pas besoin de convier les uns et les autres à Mar-a-Lago, ce qui était assez difficile à envisager, mais pour négocier une baisse du dollar, non, ça se fait tout seul et ça permet effectivement d'améliorer la compétitivité américaine. Et enfin, cette victoire idéologique avec le vote de la réforme fiscale qui a deux effets majeurs, me semble-t-il. Un petit effet économique, sans doute, qu'on est obligé de prendre en considération dans les perspectives conjoncturelles à horizon 2026 et probablement encore 2027, c'est-à-dire jusqu'au midterm. Ça évacue quand même les risques de récession, en tout cas à partir du printemps 2024, quand les crédits d'impôt commencent effectivement à être perçus par les ménages en particulier. Et puis, plus encore, une victoire idéologique, parce que cette réforme va infuser, et elle infuse déjà, et la politique de Donald Trump infuse déjà au niveau mondial son idéologie, et que ça, c'est effectivement une victoire pour le personnage, pour l'idéologie portée par Donald Trump et les républicains, et qui pose également beaucoup de questions, bien évidemment, sur ses retombées. Alors, les bourses américaines saluent les succès, comme rarement d'ailleurs, avec cette fameuse stratégie, buy the dip, qui a été absolument effarante dans ses effets dans la valorisation du marché. Ce qu'on voit également, c'est que le marché va au-delà, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand on voit la performance des cycliques, c'est vraiment un appel d'air créé par ces succès, et notamment la réforme fiscale, un appel d'air cyclique, ce qui nous dit que le marché, effectivement, envisage un nouveau cycle et sans doute qu'il n'a pas totalement tort, en tout cas à 12-18 mois au-delà néanmoins d'une parenthèse et d'un trou d'air peut-être qui se profile indiscutablement pour le second semestre. Alors les investisseurs passent à pieds joints, sautent à pieds joints au-dessus de ce mauvais moment à passer. Pour viser l'après, on a dans notre diagnostic et dans notre analyse l'évidence que le deuxième semestre va être compliqué. Les indicateurs avancés se détériorent et se détériorent vite. Les indicateurs sur le marché de l'emploi donnent la fausse impression d'un marché de l'emploi qui se maintient, puis qui se maintient uniquement grâce à l'éducation et à la santé. Tout le reste de l'économie quasiment est à l'arrêt et ça fait longtemps que ça dure, avec bien évidemment les retombées des droits de douane également à venir à partir du 1er août. Et ceux-là ne sont pas totalement négligeables quand même. Alors, les marchés arrivent néanmoins à digérer à peu près, en tout cas, on donne l'impression, cette menace. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il va être extrêmement difficile à la Réserve fédérale américaine de ne pas répondre à l'appel des marchés et en faveur des baisses de taux. Peut-être également difficile de ne pas répondre aux appels de Donald Trump, de plus en plus menaçants. Mais il serait... on pourrait imaginer que Jérôme Powell se cabre encore plus précisément face à ses exigences politiques pour finir son mandat dans l'honneur. Ça pourrait être compliqué et finalement, nous, on a retenu ce que nous disait la Fed. On n'avait qu'un quart de point de baisse des taux, ce qui n'avait pas beaucoup de sens d'ailleurs, mais on en a rajouté un deuxième quart parce que les indicateurs conjoncturels se détériorent, parce que l'inflation, pour l'instant, est plutôt bien orientée, ça ne devrait pas durer et les retombées des droits de douane, bien évidemment, vont commencer à être visibles, mais il est extrêmement difficile au niveau d'inflation actuelle et avec la détérioration conjoncturelle, ça risque d'être effectivement très difficile pour la Fed de ne pas passer à l'acte au deuxième semestre. Et c'est ce qu'elle nous a dit d'ailleurs dans son dernier FOMC, en corrigeant ses perspectives à horizon 2026, avec seulement un quart de point de baisse des taux qui nous montre bien son scepticisme par rapport à la politique économique. Il est évident que la réforme fiscale, si elle porte effectivement ses fruits comme l'anticipe le marché et comme on l'anticipe ou l'anticipe le consensus, refermera probablement
la porte à des baisses de taux au-delà de cette petite fenêtre du deuxième semestre. Donc, ceci est porteur avec des marchés qui, effectivement, semblent nous dire que tout va très bien dans le meilleur des mondes, en tout cas pour les indices américains. Est-ce qu'il y a des ombres au tableau? Pléthore, pléthore, hein. Mais sans doute suffisamment lointaine ou diluée pour ne pas nuire à l'enthousiasme en présence. Alors peut-être néanmoins pour se manifester assez rapidement. On voit que les menaces de droits de douane à 50% à l'égard du Brésil ou l'annonce sur le cuivre ont quand même refroidi les ardeurs des investisseurs. Il nous semble que néanmoins, là, il n'y a pas vraiment de danger à brève échéance sur les marchés financiers. Les dangers, ils sont un peu plus loin. Un peu plus loin est difficile à préciser parce qu'on n'a pas tous les éléments pour précisément anticiper les bons timings. Mais les retombées à long terme de l'enclenchement d'un cycle protectionniste. C'est pas vrai que quand la première économie au monde entre dans une logique protectionniste, le protectionnisme s'arrête à la frontière de cette économie. La mouvance protectionniste est en marche, elle change radicalement les perspectives internationales de moyen et long terme, avec des retombées bien évidemment, en particulier sur des régions qui sont très ouvertes sur le reste du monde et qui dépendent beaucoup de la dynamique du commerce international. Autre point d'interrogation majeur, la disparition du modèle de réussite de l'économie américaine. Le rêve américain, c'est fini. La société américaine est de plus en plus fracturée, avec une concentration de la richesse qui va être encore plus caricaturale après cette réforme fiscale et qui laisse sur le bas-côté effectivement une frange croissante de la population pour laquelle l'espoir de gravir des échelons a disparu d'ailleurs depuis longtemps. Et ça pose naturellement question sur les retombées, bien évidemment, économiques et au-delà, peut-être géopolitique de cette fracture et de la disparition de ce modèle, quant à son infusion dans le reste du monde également. Autre question plus économique, l'envolée de la dette, et encore, tout est lié. L'envolée de la dette que promet effectivement la réforme adoptée donc la semaine dernière, dont tout laisse penser qu'elle sera improductive. On passe là d'une politique qui valait ce qu'elle valait, de Joe Biden, qui était une politique d'endettement pour l'investissement productif. C'était le gros programme de New Deal qui n'a pu être mis en place et qui a été assez mal mis en place avec l'IRA, etc., mais que tardivement, mais une logique dans laquelle on investit, on avance du capital public dans l'idée d'enfler le potentiel productif et donc d'être remboursé. Aujourd'hui, non, vous avez des avances qui ne seront pas productives, qui ne servent absolument pas, qui ne vont absolument pas dans le sens d'une amélioration de la productivité. Je ne vous parle pas de la productivité de l'intelligence artificielle, mais de la productivité de l'économie américaine dans sa globalité. Et donc, un coût à long terme que les instituts chiffrent tous à peu près d'ailleurs de la même ampleur. On a repris ici les estimations du Yale Budget Lab, qui a beaucoup travaillé pour nous aider à approcher les effets de cette réforme. On ne s'est pas arrêté dans 10 ans, comme beaucoup le font. On a pris leurs projections jusqu'en 2054 et vous envoyez le résultat à la fois en termes d'endettement et de coût, bien évidemment, de la dette, avec des tensions vraisemblables sur le niveau effectif des taux d'intérêt et le niveau lui-même des taux d'intérêt, qui bien évidemment est une menace considérable pour le monde entier. Alors, tout ceci, malgré tout, eh bien, est très difficile à intégrer à des prévisions conjoncturelles, parce qu'effectivement, la réforme fiscale est là, parce que les succès sont là, et au point que, malgré la défiance que Donald Trump a créée à l'égard du dollar,
hein, sujet sur lequel on a passé plus d'une heure il y a un mois et demi, eh bien, malgré tout, arrive à supplanter ces effets très négatifs avec possiblement le fait que le dollar pourrait récupérer un peu de terrain, en tout cas dans les prochains mois, justement en réponse à ce regain de confiance à l'égard de la politique de Donald Trump et de ses succès immédiats. Donc, et ça, malgré le fait qu'effectivement, malgré les perspectives de surendettement, malgré l'évidence que le statut de valeur refuge des treasuries, des bons du Trésor américain, soit très sérieusement réduit ou fragilisé, et malgré l'évidence que les prérequis du statut d'une monnaie de réserve, du dollar, hein, ne sont absolument plus réunis, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan institutionnel. Donc, voilà où nous en sommes. Ça crée un certain inconfort, bien évidemment, mais à court terme, effectivement, on comprend l'évolution des marchés qui est plutôt favorable aux États-Unis et on le retrouve dans les allocations d'actifs. Nous-mêmes, chez Caleis, avons réaugmenté un petit peu la part allouée aux États-Unis et au marché américain dans notre allocation d'actifs. Et c'est imparable, même si, malgré toutes les questions et toutes les inquiétudes à plus long terme. Face à cela, l'économie chinoise résiste. Elle résiste on n'a pas besoin d'aller très loin. Vous avez deux indicateurs là qui sont dont les évolutions sont très claires. La production industrielle, voilà, les évolutions, y compris corrigées donc des prix, hein, qui s'améliorent encore mieux ces derniers mois. Et alors attention, ça c'est une correction qu'on opère nous-mêmes, hein, donc la base de prix n'est pas rigoureusement la même probablement que celle de la production, mais on fait avec les moyens du bord et c'est pour ça que vous voyez de toute façon l'évolution de la production à prix courant, elle reste robuste et dans un pays dans lequel il n'y a pas d'inflation et encore moins du côté des prix de la production. Et de l'autre côté, y compris une reprise des ventes de détail qui se confirme indéniablement. Alors, il n'est pas impossible que dans ces mouvements-là, il y ait un peu d'anticipation des ménages chinois, hein, qui ne sont pas dupes non plus, qui se doutent bien que les droits de douane pourraient aussi les impacter à distance, bien sûr sans comparaison avec les Américains, mais on a vu des mécanismes d'anticipation d'achat, y compris en Europe, hein, dans certains secteurs, donc il n'est pas interdit de penser qu'il y ait un petit peu de ça, mais c'est clairement pas toute l'histoire. Et l'histoire conjoncturelle est en train de s'améliorer effectivement en Chine. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, effectivement, c'est ce que la Chine est en train de faire par ailleurs. Alors, bien évidemment, les Chinois ont contourné les droits de douane. Donc, il y a le Vietnam en particulier. Ce sera nettement plus difficile avec l'accord américano-vietnamien de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, hein, qui va surtaxer les exportations du Vietnam qui ne sont pas des productions d'entreprises vietnamiennes ou de production locale. Donc ça, effectivement, ça peut créer un petit peu de bruit sur la conjoncture chinoise, pardon, notamment en termes de perspectives d'exportation vers les États-Unis. Mais pourquoi ce bruit ne nous inquiète pas trop? Bien, c'est que vous le voyez en partie avec ce deuxième graphique, les Chinois sont en train effectivement de déployer leurs exportations ailleurs. C'est ce qu'on redoutait en Europe il y a quelques mois à l'occasion de l'élection de Donald Trump. C'est ce que font les Chinois. Alors en Europe, de manière sans doute ressentie plus significativement par les entreprises que ce qu'on voit nous sur le front macroéconomique, mais la tendance est là, hein, à la hausse. Et par contre, vous voyez qu'également, il n'y a pas que l'Europe. La Chine déploie ses exportations dans toutes les régions du monde, l'Asie avec un recentrage très fort, mais également
l'Amérique latine, où la tendance a repris à la hausse très nettement ces derniers temps, et y compris l'Afrique. L'Afrique avec laquelle la Chine a convenu d'un accord de libre-échange la semaine dernière, un accord qui assure effectivement zéro droit de douane sur les produits, les exportations africaines à destination de la Chine. C'est bien évidemment un pied de nez à la politique de Donald Trump et c'est surtout effectivement une stratégie, l'illustration de cette stratégie chinoise qui finalement profite du désengagement américain et de la pugnacité de Donald Trump pour effectivement continuer à tisser sa toile. Tisser sa toile sur le plan environnemental, on le verra. Et aujourd'hui, l'orientation américaine, mais également européenne, lui ouvre des boulevards. Et également sur la politique de développement où les Américains sont bien évidemment se désengagent très rapidement et où les Européens ne font pas beaucoup mieux que les Américains. Et finalement, ce qu'on voit effectivement, c'est une Chine qui, elle, est de plus en plus présente, avec une présence qui rompt également avec ce qu'elle a fait par le passé. Une présence où, moi, je vais assez régulièrement en Amérique latine et en Amérique centrale, on le voit bien, c'est plus du tout la même influence. C'est pas le financement de gros projets avec l'engagement de pays qui croulent sur les dettes et qui finalement font défaut. Ce qui a eu pour effet de salir l'image de la Chine dans beaucoup de pays, en Asie, en Europe orientale, pardon, ou en Afrique. Non, Xi Jinping est en train de changer ce mode opératoire en apparaissant comme un véritable soutien au développement et soutien qui ne vient plus de nulle part, ou en tout cas certainement plus et de moins en moins des États-Unis, et qui lui ouvre effectivement la voie vers de nouveaux marchés, et on verra dans le détail un peu plus ce qui est en train de se faire. Et au-delà de ça, effectivement, la révélation, ce que je disais au début, de ce grand plan China, Made in China 2025, inauguré en 2015, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont les Chinois se sont abstenus de révéler ce qu'ils voulaient faire et la manière dont ils le faisaient, et qui aujourd'hui révèle ses effets de manière extrêmement, absolument fulgurante dans tous les domaines. Alors, à l'époque, ce grand plan, effectivement, avait ciblé une dizaine de secteurs qui, aujourd'hui, force est de constater, sont des vrais secteurs d'avenir, en tout cas, ceux qui sont identifiés à l'heure actuelle. C'est bien sûr l'intelligence artificielle et tout ce qui va avec, l'informatique quantique, etc., des progrès exceptionnels. Alors, bien sûr, on trouvera toujours à redire et à trouver des points de faiblesse, notamment sur l'IA. Mais ce n'est qu'une petite histoire du phénomène chinois, me semble-t-il, qui est à l'évidence plutôt grossi par les analyses et commentaires occidentaux notamment, et une petite histoire dans le flot de progrès qu'on constate aujourd'hui, qui est un véritable essor technologique à tous les niveaux, la robotique, bien évidemment. On a eu l'automobile électrique, mais et on s'est déjà habitué, le fait de dire que les premiers constructeurs automobiles aujourd'hui sont chinois, ce qui n'était quand même pas évident à anticiper il y a 5 ans, mais encore que, c'est fait de manière absolument fulgurante et aujourd'hui prépare la Chine a une diffusion de ses progrès à l'international.
certainement pas aux États-Unis, mais dans le reste du monde de manière évidente, avec des retombées économiques quasiment garanties. Ce sont les succès dans l'aéronautique. Rappelez-vous des commentaires il y a peut-être 3 ou 5 ans sur les capacités chinoises en termes aéronautiques, le manque de sûreté, etc. Ce n'était pas comparable. Là encore, des critiques qui ne sont absolument plus recevables ou à peine, mais dont on sent bien qu'elles seront temporairement le reflet d'une réalité qui, elle, va beaucoup plus vite, y compris donc dans le comblement des manques qui sont encore qui peuvent être assez fréquents, mais on va à la médecine avec des progrès fulgurants, au spatial, là encore. Alors, la première fois que la Chine a envoyé un engin spatial sur la face sud de la Lune, je me souviens très bien parce que j'avais fait un petit commentaire en disant bah, tout ceci, pardon, c'est de la démonstration effectivement de puissance. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on a véritablement un essor beaucoup plus profond qui montre des avancées considérables. En plus de ces avancées qui sont révélées finalement depuis à peu près 24 mois, hein, peu à peu, et ça va très vite, cette transition environnementale, là encore, c'est assez paradoxal de parler de la Chine comme un modèle d'une croissance verte, et pourtant, c'est de plus en plus ce qui s'impose à nous. Alors, ce n'est pas tout à fait le modèle, hein, mais la transition est extrêmement rapide et la Chine se vend comme un modèle de croissance verte. Et c'est là qu'elle a probablement effectivement le plus à gagner et que les reculs américains et européens sont absolument problématiques, pour ne pas dire davantage, y compris des progrès dans la sphère monétaire avec le yuan numérique et le système international, le système de change de paiement qu'a mis en place la Chine et qu'elle cherche bien évidemment à développer. Je ne suis pas en train de vous dire que le yuan a les moyens de se substituer au dollar, qui me semble encore assez largement indétrônable en termes de monnaie de réserve, mais que la Chine prend son indépendance et marque des points sur tous les niveaux, sur tous les aspects qui doivent faire d'elle effectivement une superpuissance demain. Donc, effectivement, la Chine s'est préparée, elle continue à se préparer et d'autant plus rapidement que Donald Trump est maintenant aussi menaçant. Et on le voit, y compris déjà dans les stocks d'IDE, malheureusement, les données ne sont pas à jour jusqu'à récemment, donc on s'arrête en 2023. Mais voyez l'évolution du stock d'IDE chinois entre 2019 et 2023. C'est l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne. Ce sont les Philippines, l'Indonésie, l'Inde. Et en Amérique latine, alors il faut faire pays par pays parce qu'il y a eu des désinvestissements sans doute au Venezuela, mais voilà ce que donne l'agrégation des principaux pays d'Amérique latine. Et ça, c'est la machine chinoise, effectivement, la stratégie de long terme qui est déployée et qui montre ses effets. Ces effets sont spectaculaires, notamment sur le plan technologique, avec, vous le voyez aujourd'hui, des dépenses en R&D qui sont probablement autant où on parle déjà au niveau américain, une progression absolument fulgurante, un nombre de chercheurs qui dépasse déjà largement celui des États-Unis, qui est à peu près deux fois supérieur. Ça va extrêmement vite. Ce ne sont pas des chercheurs à bas coût, hein, ce ne sont plus des chercheurs de moyenne gamme, ce sont des chercheurs hyper expérimentés avec un système d'éducation et un développement des capacités en la matière qui a été absolument fulgurant, comme à peu près dans tous les domaines, hein. Et finalement, on a beaucoup parlé, malgré tout, des véhicules électriques et de la
percée de la Chine dans ce domaine-là, ce n'est que la partie immergée d'un iceberg qui apparaît beaucoup plus profond. Et avec comme caractéristique, effectivement, c'est un peu le modèle d'ailleurs, hein, modèle électrique de la voiture électrique, pardon, qu'on retrouve dans la plupart des domaines où la Chine est en train de percer très rapidement, et avec comme qui s'accompagne d'une réappropriation du marché chinois par les entreprises chinoises. Et ça, c'est très puissant. Parce que non seulement la Chine crée et se prépare à de nouveaux débouchés internationaux, mais elle se réapproprie son propre marché, avec les conséquences qu'on voit bien d'ailleurs sur des gros exportateurs du reste du monde, notamment allemands. Et ça, ça lui donne une puissance effectivement tout à fait particulière, hein, et qui va continuer probablement à se déployer compte tenu des progrès observés. Donc l'IA, la robotique, l'aéronautique, voilà, les brevets, nous n'avons que les chiffres de 2021, mais je trouvais quand même ce graphique assez parlant pour le moins, et réaliste, qui nous permet de prendre peut-être mieux conscience de ce qui est en train de se passer en dehors des bisbilles avec Donald Trump. 38% des nouveaux brevets mondiaux en 2021 dans tous les domaines. La Chine est là. Des domaines de plus en plus pointus et un savoir-faire absolument incontournable, le tout sur fond de verdissement accéléré de la croissance. La transition environnementale est une réalité. Bien évidemment, on peut toujours dire que la part du thermique est encore supérieure à 50% dans la production d'électricité, que des centrales au charbon sont encore construites en Chine. Il n'en reste pas moins que dans le mix énergétique, les progrès en faveur d'un verdissement de l'économie sont bien là, et surtout de l'expertise et du savoir-faire chinois jusqu'à l'avance que prennent les Chinois aujourd'hui dans l'équipement énergétique, hein, qui finit par positionner le pays comme un incontournable, hein, et comme la future puissance énergétique, notamment pour tout ce qui concerne l'équipement électrique, hein, mondial. Et ça, c'est fulgurant. Les investissements directs dans l'énergie renouvelable 2023, voilà, vous les avez ici, représentés par cette carte qui parle d'elle-même, hein. Et là encore, ce qui est assez à la fois intéressant et assez troublant, c'est que si vous promenez dans le monde émergent et que vous vous rapprochez des zones les plus pauvres, en l'occurrence des régions des bidonvilles ou autres, qu'est-ce que vous voyez? Et vous voyez partout des petits panneaux solaires, hein, des petites choses minuscules, mais qui permettent effectivement aux habitants d'avoir de l'électricité, d'être connectés, d'avoir un téléphone probablement en large partie chinois, hein, ce qui augure effectivement de tout ce qui va avec, hein, les infrastructures de banque en ligne, les data, etc., etc. Les exportations de panneaux solaires chinois, pardon, dans le monde vont pour moitié au monde émergent d'ores et déjà. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas dissocier de la stratégie, finalement, cette stratégie de la route, des nouvelles routes de la soie, qu'on a observé et qui a été déployée d'ailleurs dans un premier temps, essentiellement via des infrastructures, hein. C'est le transsibérien ou ce train, des infrastructures de transport, mais qui va beaucoup plus loin et qui, avec cette stratégie verte, donne un élan à la Chine, y compris de respectabilité, qui est tout à fait nouveau et qui change la donne. Alors, finalement, la conclusion de tout ça, on n'a pas plus de croissance, non, dans nos prévisions conjoncturelles, parce qu'il y a un coût à cette transition, et ce coût, il est notamment par le remplacement des salariés par des robots,
hein. La Chine, c'est plus de la moitié, mais je crois même que c'est les 2 tiers, hein, des robots au monde. Ces robots ont fait, ou cette robotisation accélérée a fait que la Chine a détruit de l'emploi depuis 10 ans, et on en voit les conséquences sur le ralentissement des sources de croissance domestique, à laquelle auxquelles se sont greffés, pardon, les effets de la crise immobilière, bien évidemment. Donc, oui, moi, les prévisions de croissance sont pas. Il est très difficile d'envisager un retour à 5% de croissance, en tout cas aujourd'hui. Mais la Chine a le temps, et les autorités chinoises ont d'autant plus le temps que les succès et les prouesses technologiques, hein, ravissent la population, développent un sentiment de fierté, qui donne effectivement du temps au pouvoir en place, et qui permet d'accepter à la population d'accepter les retombées plus négatives pour le rattrapage de leurs revenus notamment. Mais au-delà de cela, ce qu'on comprend, c'est que finalement, la Chine travaille toujours à son ambition, celle de devenir la première puissance mondiale, et que les développements de ces dernières années, eh bien, renforcent cette capacité indéniablement, quand par ailleurs, les choix de Donald Trump semblent passablement réduire la capacité de l'économie américaine à maintenir son rang de première économie mondiale. Alors finalement, Xi Jinping, c'est un peu l'incarnation de la force tranquille. Je n'ai pas trouvé d'autres qualificatifs plus pertinents pour définir la manière dont on perçoit le personnage, avec une posture sans concession, néanmoins conciliante. On a conservé cette formulation, un peu contradictoire, mais je pense qu'elle permet de comprendre ce qu'on veut exprimer. Une communication toujours mesurée, contrôlée, discrète, mais toujours stable, hein. C'est le sillon que creuse la Chine, c'est cette capacité à travailler sur le temps long, hein, ce qu'on met souvent en avant pour la Chine, mais qui aujourd'hui est illustré de manière absolument sidérante. Et c'est, oui, l'incarnation d'une puissance assurée qui lui vaut un rayonnement mondial. Très difficile aujourd'hui de critiquer la Chine. Madame von der Leyen va aller rencontrer les Chinois pour leur dire arrêtez de faire du dumping, de nous envoyer vos excès de capacité. Je ne suis pas sûre que ce soit que le discours soit reçu de manière très crédible. La puissance de la Chine va bien au-delà, et finalement, il est très difficile, effectivement, d'aller à l'encontre. Un leadership, on l'a compris, je pense, j'espère, hein, de plus en plus ancré auprès du Sud global, qui devient une réalité, quoi qu'on en dise, et qui est la plupart du temps juste sur les dissensions au sein de ce groupe difforme, hein, et les divergences d'intérêts, bien évidemment. Il n'en reste pas moins que la puissance chinoise et ce qu'elle est en train de faire lui donne de toute façon cette position de leader et d'entraînement possible. Et enfin, un marché européen à portée de main, parce que l'Europe, effectivement, ne se prépare absolument pas à ce qui est en train d'émerger de la Chine. L'Europe, aujourd'hui, et c'est une énorme déception. Après l'espoir qu'ont suscité les initiatives du début d'année, on avait dès le début d'année mis en lumière les faiblesses en termes de ressources, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, la rapidité d'évolution du reste du monde et du changement du contexte mondial renforce cette image d'une Europe complètement dépassée par ces changements, quelque part ensevelis. Les termes sont forts, hein, mais finalement, à certains moments, il faut accepter effectivement d'avoir des termes forts, peut-être pour avoir plus d'impact, pour aider à un éventuel réveil. Mais les développements de ces dernières semaines sont catastrophiques. Relance militaire, oui, nous avons applaudi, nous avons été parmi les premiers à dire à quel point ces initiatives pouvaient aider l'industrie.
mais dans une juste mesure. 5% du PIB européen à la défense, même si ce n'est pas que de la défense et qu'il y a des infrastructures. Espérons qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'infrastructures et plus que ce qu'on dit. Néanmoins, c'est complètement démesuré. Il ne manquerait plus d'ailleurs que Donald Trump arrive à faire signer une paix entre l'Ukraine et la Russie, ce qu'on ne peut tous que souhaiter, mais pour poser la question de ce qu'on est en train de faire en Europe et de quelle fin et à quelle fin on veut aller dans cette direction, sachant que 5% dans la défense, eh bien c'est 5% de moins pour tout le reste. Hein. Tout le reste, et notamment pour faire face et se préparer aux défis. Les défis technologiques, les défis d'éducation, les défis médicaux, les défis sociaux, le défi du rattrapage ou de la convergence intra-européenne et y compris le défi climatique dont on a eu, malheureusement, on en parlait avant que je ne commence cette présentation, tous une illustration assez violente ces dernières semaines et c'est probablement pas fini. Alors, quelles sont les options? Une nouvelle relance, puissance XXXL, dans laquelle on mettrait à peu près l'équivalent de ce qu'on a décidé pour la défense, pour le social, la formation, l'éducation, et encore la même chose pour les nouvelles technologies. Probablement pas. Je pense que l'Europe à 27 est incapable de gérer tous ces défis simultanément et voilà, on n'a pas de mal à le comprendre. C'est complexe, c'est en rupture totale avec ce qu'on a cru savoir faire. Et donc, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, la conclusion, c'est que l'ambition technologique et la convergence attendront. Ça veut dire qu'on se prive d'un potentiel de croissance absolument indispensable si on veut pouvoir espérer encore faire front à ce qui se passe dans le reste du monde. Protectionnisme, forcément, ça vient à l'esprit. Et d'ailleurs, l'Europe l'a pratiqué à l'égard notamment des modèles, des voitures électriques de la Chine. C'est contraire néanmoins aux principes fondateurs de l'Europe. C'est contraire à ce qu'elle essaye de respecter également, au principe de l'OMC. C'est nuisible à la croissance. On n'a pas cessé de le dire pour les Américains et c'est la même chose pour les Européens. Donc on l'exclut, même si on voit bien qu'effectivement, la tentation protectionniste, ou la nécessité d'ailleurs, tout simplement, à certains moments s'imposera. Des partenariats sino-américains, sino-européens, en plus des sino-américains, eh bien, finalement, c'est tout l'espoir qu'on sache profiter de ces succès chinois sans mettre trop de barrières qui nous priveraient des bénéfices que l'Europe pourrait en retirer et qui peut-être préserverait in fine, de se laisser manger tout cru, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à suivre. Von der Leyen va trouver les Chinois à l'occasion d'un sommet, je crois la semaine prochaine ou fin du mois de juillet. La manière de préparer ce sommet n'est pas la plus engageante quand on suit ce qui est dit au niveau de la Commission. Allez voir les Chinois pour leur dire arrêtez de nous vendre vos surplus de surcapacité. Je ne crois pas que ce soit véritablement le sujet du moment. Et pour l'instant, pour tout avouer, je ne suis pas très optimiste sur l'issue de ce fameux sommet, mais espérons que d'autres choses apparaissent. Espérons, parce que sinon, c'est la lente agonie, effectivement, et qui nous menace et qui menace de plus en plus l'Europe, effectivement. Pourquoi? Parce que les choix sont mal calibrés. Quand il y a choix, c'est déjà difficile d'avoir des choix et de prendre des décisions en Europe, hein. Mais la plupart du temps, en tout cas les derniers choix, effectivement, sont pour le moins discutables. Le plan de relance 2020, le premier du genre, hein, premier en tout cas en partie financé par l'UE, est un échec retentissant
avec presque, enfin, très peu d'utilisation de ces fonds, très peu de coordination de ces fonds, pas de feuille de route, enfin si, une vague feuille de route, hein, mais pas de feuille de route collective qui donne la synergie, qui donne toute la puissance au plan de relance, autrement dit, eh bien, de l'argent gaspillé en réalité. Un programme militaire, certes bienvenu, on l'a dit, mais insuffisant par rapport aux défis, enfin qui ne peut pas répondre lui seul aux défis qui se posent aujourd'hui à l'Europe et qui surtout n'est pas accompagné de ce qu'il faudrait faire pour assurer les ressources nécessaires à son aboutissement, en particulier en termes de qualification, de main-d'œuvre, je le disais, de convergence européenne, la ressource de croissance, de productivité, elle est beaucoup plus dans les nouveaux pays d'Europe de l'Est qu'en France, en Allemagne et voire même en Italie. L'accord de l'OTAN, eh bien, qu'est-ce que c'est? Une flatterie pour Donald Trump, une flatterie que l'Europe offre au président américain en espérant pour être mieux en mesure de négocier. Bah oui, elle a négocié l'exonération des droits de douane, de la fiscalité pour les entreprises américaines, mais n'a absolument pas gagné l'assurance d'une exonération de droits potentiellement prohibitifs. Je pense naturellement à la pharmacie. Et une contrainte effectivement considérable sur l'allocation des autres ressources communautaires. Et enfin, les reculs sur l'environnement qui sont une hérésie à plus d'un titre, une hérésie pour la région au monde qui se réchauffe le plus vite, l'Europe. Une hérésie par rapport au gaspillage que ça implique du côté européen. Depuis le pacte vert de 2019, combien de personnes, combien de budgets, combien de réglementations ont été décidées pour tout refermer, pour rendre tout bancal et une très mauvaise entourloupe pour toutes les entreprises du secteur qui s'étaient développées, qui s'étaient créées pour répondre à cette ambition et qui aujourd'hui se retrouvent le bec dans l'eau, qui probablement vont d'ailleurs être une nouvelle source de faillite d'entreprises en Europe. Les exportateurs européens sont essorés par les droits de douane, par la chute du dollar, par une compétition chinoise exacerbée. Alors, effectivement, on peut, et nous le faisons, nous commentons mois après mois les chiffres de commandes allemandes, de production. L'image est là néanmoins, que ce soit sur la production d'ailleurs ou les exportations. Nous sommes en perte de vitesse et les choses ne vont certainement pas s'améliorer malgré l'apport de la défense qui, on le dit, joue, est efficace. Si on a plus de 1% de croissance pour la zone euro en 2026, c'est grâce à ce plan de soutien pour la défense. Donc, je ne veux pas laisser penser qu'il n'y ait pas d'effet. Il y en a, mais ils sont une goutte d'eau et ce n'est pas encore tout de suite qu'on va exporter du matériel de défense. C'est à long terme. La défense n'a pas cette capacité d'abord c'est long, et à se ramifier dans le reste de l'économie en un temps record ou très rapide, alors que nous perdons des parts de marché et que le taux de pénétration des produits chinois sur le marché européen s'accélère toujours et encore, comme on l'avait déjà montré il y a 2 ans, je crois, ce graphique. L'accord commercial, les marchés semblent nous dire c'est bon, il y a un accord. Les Européens d'ailleurs nous disent on est prêt à des concessions pour arriver à un accord. Mais quel accord? Avec une taxe universelle de 10%, l'acier 50, l'aluminium 50, l'automobile 25 et peut-être la pharmacie demain à 200. Il n'y a pas d'accord. Il y a une soumission, une acceptation, une crainte de perdre davantage, une crainte de sanctions supplémentaires que ne veulent pas prendre les dirigeants européens et qui aujourd'hui, effectivement, fait que les entreprises vont être sanctionnées. Les entreprises seront sanctionnées parce qu'elles sont mal en point, parce que l'euro est remonté et que même si depuis 2 ans, en réalité, on voit que les marges des entreprises à l'exportation, les marges à l'exportation des entreprises ont bien résisté
aux phases de réappréciation de l'euro. C'est cette déconnexion que vous observez sur ce graphique avec cette courbe bleue qui reste en hauteur, alors que normalement, elle aurait dû baisser, voilà, au vu de ce qu'on voit de la relation passée entre cet indicateur de marge à l'exportation et l'évolution du taux de change effectif. Ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu de l'inflation qui a aidé effectivement les entreprises à se libérer quelque part des contraintes de change. Et puis après, plus récemment, la toute dernière ligne droite, je ne sais pas si vous voyez la souris ici, là, eh bien, ça, c'est l'anticipation, effectivement, des droits de douane et l'appel d'air, la capacité qu'ont eu les entreprises à se refaire des marges grâce à l'appel d'air des importations américaines, et pas que d'ailleurs, avant l'introduction des droits de douane. Mais c'est éphémère, c'est temporaire, ça ne peut pas durer comme ça, et ça ne durera pas. Et donc, effectivement, la hausse de l'euro, voire la menace d'une hausse additionnelle, hein, qui n'est pas dans notre scénario, en tout cas pas pour tout de suite, mais qui est néanmoins possible, eh bien, elle viendra avec les droits de douane corriger cela. En moyenne, la corrélation entre l'évolution du taux de change et les marges à l'export des entreprises, elle est de 0,3 hein, sur le long terme. Donc 1% de hausse du taux de change, ça comprime les marges de 0,3 à l'exportation. Et c'est en plus des droits de douane, effectivement, et de sans doute un climat de tension concurrentielle extrême. C'est bien évidemment quelque chose qui va se payer en termes conjoncturels, et c'est également la raison pour laquelle nos prévisions sont aussi prudentes pour le deuxième semestre également. Les marges en provenance d'Asie, les pressions, pardon, en provenance d'Asie sont également considérables, et on voit d'accentuation, encore que vous voyez avec ce graphique, alors on le voit, ces deux représentations. À droite, vous avez les valeurs unitaires des importations européennes selon leur provenance, hein. Et effectivement, on voit bien que ces valeurs unitaires par rapport à ce qu'on importe du Royaume-Uni ou des États-Unis sont complètement plombées, et que sans doute la déflation chinoise aide effectivement. En termes de volume d'importation, l'histoire n'est pas aussi claire, hein. Les volumes d'importation se sont considérablement augmentés accélérés, pardon, jusque début 2023, et puis ils ont été cassés, et notamment la limitation des importations de véhicules automobiles électrique explique une bonne partie de cela, et puis l'anémie de croissance globalement en zone euro. Mais surtout, ce qu'on voit, sont les pertes de parts de marché, effectivement, à l'exportation, qui pèsent sur les entreprises européennes, et ces pertes de parts de marché sur le marché chinois, bien évidemment. Alors, tout ça, ça pose la question, finalement, est-ce que l'UE va pouvoir ménager la chèvre et le chou? On est presque sur un choix plus idéologique qu'économique, hein. Mais économiquement, est-ce qu'on va pouvoir préserver d'abord notre accès au marché américain? C'est ce qu'on tente de faire en négociant avec les Américains et en avalant les couleuvres des tarifs de Donald Trump, tout en ayant, en tout cas à l'évidence, et ça me semble assez fluide au vu de ce qu'on a passé en revue, l'évidence qu'elle est en train de creuser sa dépendance, et une dépendance beaucoup plus importante potentiellement à l'égard des Chinois. Et finalement, on a une bonne illustration ici avec l'implantation des data centers, hein, en Europe. Voilà, c'est des États-Unis et c'est de la Chine. Et entre les deux, je ne vais pas dire le cœur balance, mais on voit bien qu'il y a là une position extrêmement inconfortable de l'Europe, bien évidemment, et d'une Europe qui n'est pas faite pour un monde en guerre économique, et qui en paye les conséquences, mais qui devra faire un choix. Lequel, je ne sais pas à terme, mais qui aujourd'hui fait le choix clairement américain, et qui ne pourra pas se passer effectivement de rééquilibrer les choses à l'égard de la Chine, au grand risque sinon d'être enseveli tout simplement par la puissance chinoise.
L'aberration écologique, j'en dirais peu, elle est extrêmement choquante. Elle est extrêmement choquante hein, euh, parce qu'effectivement, l'Europe est la zone qui se réchauffe le plus, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que nous avons investi énormément dans ce sujet-là, parce que c'était l'un des rares domaines où l'Europe semblait en capacité de prendre de l'élan et de l'avance sur le reste du monde. Elle recule, elle capitule. C'est un désastre autant environnemental et sociétal qu'économique et très inquiétant. Alors, je le disais, l'Europe n'est pas, j'ai dû faire une petite inversion de slide là, dans le déroulé, mais vous m'avez compris, j'espère que vous me suivez. L'Europe n'est pas armée effectivement pour faire face à un monde aussi fragmenté. La question c'est, et alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une impasse. Les rencontres d'Aix et les retours hein, des économistes européens sont assez parlants. Personne n'a de réponse, tout le monde est sidéré. Et la question, c'est est-ce qu'on trouvera le courage, est-ce qu'on trouvera l'énergie pour faire front et est-ce qu'on aura peut-être un nouveau président? Les propos de Mario Draghi laissent forcément penser qu'il pourrait être l'homme, une nouvelle fois le sauveur de l'euro. Je ne suis pas sûre de l'Europe, je ne suis pas sûre qu'il en ait le désir tant qu'on voit que la tâche pourrait être compliquée. Mais les perspectives de déclassement effectivement européen s'accélèrent, c'est indéniable. La BCE reviendra-t-elle à la rescousse? Sans doute. On y pense, oui, et je pense que la BCE elle-même y pense, hein. Et je dirais même, c'est peut-être parce qu'elle y pense tellement qu'elle a préféré marquer une pause dans la baisse des taux, parce qu'à 2%, on n'est plus très loin du zéro. Et le zéro qui a été, des taux zéro qui ont été déjà remis en place en Suisse, hein, et qui effectivement commencerait probablement à être repricé très rapidement à partir du moment où on passera peu ou prou à peu près le cap des 2%. Et le zéro, c'est le retour des politiques quantitatives. Et dans tout ça, on a quand même beaucoup de mal à ne pas imaginer, quoi qu'il en soit, de l'inflation ou autre, hein, ne pas imaginer un retour à un moment donné de politique quantitative. Alors, à quoi ça nous mène pour l'instant au stand-by? Avec une BCE qui néanmoins nous semble à même enfin, incapable pardon, de se distancier de la Fed si celle-ci baisse ses taux. Donc un petit geste à nouveau à l'automne, mais un petit geste parce qu'on a effectivement une banque centrale qui a toutes les raisons de freiner des cas de fer pour se garder des marges de manœuvre. Des marges de manœuvre, notamment si Jérôme Powell finit par baisser ses taux, mais plus encore pour faire front au prochain président de la Fed qui, lui, risque de ne pas lésiner effectivement à baisser ses taux dans des proportions qui pourraient propulser l'euro sur des niveaux absolument insoutenables. Donc voilà, ça peut paraître un peu contradictoire, mais je crois qu'on essaye de faire la part des choses et on est obligé de le faire. Et je pense que c'est une des préoccupations de la BCE, de faire la part des choses entre les impératifs de court terme et le long terme, et enfin le plus long terme. Et le plus long terme aujourd'hui est absolument majeur et je pense qu'il est très présent déjà au sein de l'UE et peut-être plus chez Madame Lagarde, et que par ailleurs, on a bien des raisons effectivement d'assouplir davantage la politique monétaire. Madame Lagarde nous l'a dit, la transmission de sa politique ne passe pas, ne se fait pas bien. Et vous en avez une illustration ici, cette courbe des taux et la situation du système bancaire en Europe qui est véritablement, qui s'est considérablement améliorée, mais qui ne porte pas ses fruits en termes de crédit au secteur privé, qui va devenir, si ça continue, effectivement un vrai sujet, peut-être d'ailleurs plus politique qu'autre chose. Alors voilà où nous en sommes avec une tentative de chiffrage de tout ceci, enfin de mise à jour de nos scénarios comme on le fait d'habitude. On essaye de rester fidèle avec quel
Quel point majeur? Je ne vais pas rentrer dans le détail. D'abord parce qu'on n'a pas toujours tous les arguments solides pour défendre les 3/10 de hausse ou de baisse, hein. À court terme, effectivement, le deuxième semestre, hein, nous fait penser que le fléchissement de l'activité aux États-Unis et y compris en Europe, hein, les retombées des droits de douane laissent de la place à une détente des taux d'intérêt directeurs et que, en cela, les taux à 10 ans américains devraient baisser un petit peu. En tout cas, ça reste notre hypothèse centrale, rendue largement incertaine, bien évidemment par les risques que la hausse des taux longs plus structurels liés aux problèmes de surendettement et de défiance de facto dans la dette américaine, au risque que cette hausse finalement empêche d'avoir cette parenthèse de baisse des taux longs. Je ne pense pas, je pense que la Fed s'est préparée aussi à cela avec l'assouplissement des conditions, des exigences en capital des banques américaines annoncées il y a une quinzaine de jours, pour précisément prévenir et permettre d'augmenter la demande de treasuries par les banques nationales, hein. Donc je pense que ça peut laisser de la place à cette parenthèse de baisse des taux. Une fois si nos prévisions sont justes, quand on va toucher les 4%, sans doute que les marchés vont voir beaucoup plus loin et l'appel d'air pour des baisses très substantielles. Tout nous dit structurellement que ça ne devrait pas être le cas et que les taux remonteront et potentiellement très violemment à un moment ou à un autre. Et peut-être plus encore si le Jérôme Powell est remplacé par quelqu'un qui serait à la botte de Donald Trump, qu'on ne connaît pas encore. Nous avons ignoré cette histoire-là en essayant de faire abstraction de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire de la nomination probable et possible d'un individu qui pourrait effectivement mener une politique monétaire extrêmement politique, voire idéologique d'ailleurs, et qui pourrait conduire à des baisses de taux directeurs de la Fed beaucoup plus importantes que ce qu'on n'a pas d'ailleurs dans notre scénario, parce que les économistes ne chiffrent pas le déraisonnable et encore moins l'invisible et l'inconnu. Donc voilà, j'espère que mes messages sont clairs. Ne prenez pas au pied de la lettre nos prévisions sur les Fed Funds à horizon 2026. C'est ce que nous donne, toutes choses égales par ailleurs, le niveau des taux directeurs qui, entre guillemets, pourrait être approprié dans le contexte d'une réforme fiscale et de ce qui se passe au niveau des droits de douane en général. Voilà comment, je pense, il faut le formuler. Néanmoins, on a une petite fenêtre pour la BCE, mais vous avez compris, pas beaucoup plus. En tout cas, tant que la Fed ne fait pas davantage. Et ça, ce serait éventuellement pour plus tard, hein, une banque centrale du Japon qui reprendrait ses hausses de taux, mais très tard, hein, en réalité, par rapport à ce qu'on avait pu imaginer à un moment donné, et en dépit de l'inflation, parce qu'effectivement, là aussi, il y a des enjeux stratégiques et de guerre commerciale qui interfèrent dans cette situation. Et quand je dis stratégique, y compris en matière de défense, hein, et sur lequel le Japon concentre beaucoup d'investissement. Et voilà, un taux de change du dollar, de l'euro-dollar, hein, eh bien, vous le voyez qui rebaisse un petit peu, hein. C'est l'idée que, effectivement, l'économie américaine regagne en confiance malgré la détérioration de la croissance et qu'effectivement, elle regagne en confiance parce que la Fed baisse ses taux. Vous allez me dire, c'est contradictoire, la Fed baisse ses taux. Mais oui, non, mais justement, ça permet de limiter la casse en termes de défiance. Mais tout ceci est a priori, à notre sens, que temporaire. C'est encore une fois une fenêtre derrière laquelle, eh bien, nous ne savons pas trop ce qui pourrait se passer, fonction, là encore, du remplaçant de Jérôme Powell. Un petit assagissement sur les prix des matières premières, ici illustré avec notre prévision sur le pétrole, un peu mise à mal, hein, ces derniers jours. On voit que ça se tend encore, hein. Mais là encore, c'est une transition avec une réaccélération à la hausse assez rapide.
Indétrônable dollar, c'est un peu la question finalement. Je suis en train de vous dire que malgré tout ce que je vous ai dit il y a un mois et sur l'évidente perte de confiance à l'égard du billet américain, eh bien, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est un peu mon intime conviction, effectivement. On détrône pas en quelques mois ou trimestres une monnaie de réserve qui fait encore plus de 50% des réserves mondiales. Et surtout, quand on a finalement des réussites qui s'accumulent, quoi qu'on en pense, hein, du côté américain, je pense qu'il n'est pas impossible, hein, et c'est dans nos prévisions, hein, que le dollar rebondisse temporairement après avoir touché donc, ce qui paraît une limite à la baisse. Et des taux à long terme qui titillent la zone de risque, hein. On l'avait dit le mois dernier, et puis avant d'ailleurs, je crois, et qui ne sortent pas de cette zone de risque, qui ont toutes les chances d'aller, de gravir ces niveaux au-dessus de 5%, dans cette région de 5 à 7%, qui est extrêmement risquée. C'est l'idée, hein, de retour des politiques, enfin des effets des politiques libérales, extrêmement libérales et très dépensières du budget américain, à l'image de ce qui s'était passé au moment de Reagan, avec l'idée effectivement que tout ceci a un coût dans un monde où la fluidité des marchés des capitaux est de moins en moins, enfin de plus en plus gênée. Donc, est-ce qu'il y a des boucliers face à cela? Certainement pas une réduction du déficit courant, hein. En tout cas, pas à brève échéance, hein. Sauf si effectivement, à force de taper sur les ménages les plus démunis et à fragiliser la situation économique, Donald Trump finit par faire remonter le taux d'épargne. Je ne crois pas que ce soit encore, en tout cas tout de suite, la perspective la plus crédible, pardon. Et derrière, eh bien, est-ce que finalement, même aux États-Unis, se profile pas encore un retour de la planche à billets et d'intervention de la Banque centrale américaine? Euh, Jerome Powell ne le fera pas, il n'aura pas le temps. Son successeur pourrait avoir le temps. Avec un effet effectivement poudrière à l'échelle internationale qu'on avait souligné le mois dernier, qui est toujours extrêmement présent et perceptible, hein, et des tensions qui sont d'autant plus difficiles à supporter là où l'inflation est plus basse ou ralentit beaucoup. Bien évidemment, je pense à un certain nombre de pays européens où finalement le risque effectivement souverain revient constamment dans l'équation à un horizon, on ne sait pas trop lequel, sur fond politique, on ne sait pas trop lequel non plus, mais qui fait partie également des interrogations et des questions. Alors dans tout ça, bah oui, l'or, c'est forcément une alternative qui peut résister même au sursaut du dollar, hein, et qui occupe déjà dans les réserves mondiales de change une part supérieure à l'euro. Quoi qu'en dise Madame Lagarde, c'est certainement pas l'euro, effectivement, qui jouera ce rôle d'alternative face à la défiance dans le dollar. Et effectivement, l'or et les autres précieux, parce que quand l'or monte trop vite par rapport aux autres, ça crée des distorsions. Donc effectivement, le platine, l'argent commence à suivre la tendance. Et puis, après, ça crée des distorsions avec les autres métaux industriels. Et donc, si en plus on rajoute un petit peu de droits de douane sur certains métaux industriels, le mouvement est d'autant plus rapide. Et c'est ce qui nous fait toujours penser effectivement qu'on va vers des tensions croissantes sur les prix des métaux industriels. Alors peut-être pas forcément majeures au deuxième semestre si la croissance économique ralentit comme on le pense, mais susceptible de revenir très vite par la suite, effectivement, et d'agiter le spectre de l'inflation assez rapidement.
Voilà. Alors, conclusion d'investissement dans tout ça, ben, vous savez que j'ai créé avec deux autres personnes une petite société qui s'appelle Calice 360, qui est beaucoup plus axée sur les thématiques de marché. Et forcément, les recommandations d'investissement sont les mêmes entre Riche Flores et Calice, puisque j'assure la partie macroéconomique dans cette société, avec des conclusions donc, que je vous ai indiquées ici, conclusion de la publication de notre dernier mensuel du 4 juillet, donc en début de semaine. Une exposition, une hausse de l'exposition en action. Attention, on est sur une allocation tactique à 3 mois. 3, 6 mois, grand maximum. Donc, on a augmenté l'exposition en action à 45%, c'est-à-dire qu'on revient vers ce qui est notre allocation au long cours, on va dire notre allocation modèle, en baissant la part des actions européennes, mais en augmentant, oui. Et c'est le succès de Donald Trump, en augmentant la part réservée aux actions américaines et aux actions des pays émergents, avec une furieuse envie quand même de commencer à reconsidérer les performances possibles du marché chinois. On n'est pas encore passé totalement dans cette logique, mais je pense que ça pourrait être, je ne veux pas anticiper, mais notre orientation du prochain numéro, parce qu'effectivement, les résultats sont là. Attendons néanmoins la fin de l'histoire des accords commerciaux. Une exposition obligataire inchangée, 35%, là aussi, finalement assez fidèle à notre allocation au long cours. Pas de mouvement sur le souverain, mais sur lequel on n'était pas très présent, plutôt sous-pondéré. Et plutôt une envie d'aller chercher un peu plus de crédit aux États-Unis, forcément. La réforme fiscale et les perspectives améliorées font que le marché du crédit américain, qu'on avait plutôt sous-pondéré ces derniers mois, se repositionne plus favorablement. Et, au détriment du marché européen, là pour le coup, sur lequel on a envie, on est tenté d'être plus prudent, moins engagé. Des actifs alternatifs inchangés, mais déjà très élevés, qui étaient déjà à 15%, contre, je ne sais plus si c'est 5 ou 10% dans notre allocation au long cours. Ça, c'est bien évidemment l'or, les matières premières industrielles et également le Bitcoin, et des liquidités inchangées à 5%. Voilà, avec un petit coup de pub, bien évidemment, pour Calice. Si vous voulez aller voir ce qu'on fait, vous pouvez cliquer sur le lien et vous aurez accès à, notamment, je crois, les deux, pas tout à fait les deux derniers, mais les deux numéros antérieurs gratuits.